le marché, entre guillemets, est calme. On est quand même sur le plus haut depuis très longtemps. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est particulier parce qu'on a des crypto-monnaies qui sont relativement hautes, en tout cas pour les plus importantes, Bitcoin et Ether, mais qu'il n'y a pas le mood bull run. On n'a pas le même retour, entre guillemets, et le même sentiment que l'on a de manière générale quand on se retrouve en bull run. En tout cas, c'était le cas en 2018 et c'était le cas en 2021. Tout le monde en parle partout, ça explose, les particuliers se jettent dessus. Là, c'est fou parce qu'on ne sent pas vraiment beaucoup d'intérêt dessus comme on a pu le sentir dans le passé, mais les prix sont relativement hauts parce que justement, sur ces deux produits, Bitcoin et Ether, des gros fonds d'investissement ont pu se positionner. Donc la question restant la même, est-ce que si les cryptos commencent à partir à la hausse fort, si Madame Michu et le marché commencent à se réintéresser à ça, on va avoir un Bitcoin qui va aller taper de nouveaux records. J'en sais rien, je vois pas l'avenir, c'est mon pari, j'espère, mais impossible de voir l'avenir et surtout sur du court terme, c'est très volatile, donc soyez prudents, investir comporte des risques et je vous dis tout ça parce que je ne veux pas prendre de risques au pénal. Peux-tu nous donner un volume d'échange d'une grosse action en comparaison à Bitcoin ? Apple par exemple, ça n'a rien à voir mec, Apple quand même. Je ne saurais pas en fait, je suis très intéressé par ce que tu viens de dire parce que je ne saurais pas te répondre. Je trouve l'information très intéressante. Il est où le volume? Je suis aveugle ou... Volume moyen, M c'est... Ne me dites pas que c'est millions, non c'est impossible. Ah, millions de titres, intéressant. Si c'est millions de titres, tu fais 58 fois 192... et ça fait 11 milliards. Eh ben écoute, Apple est aussi liquide que Bitcoin, si ma lecture en est bonne. Bitcoin fait plus de volume que les actions. Enfin, ça dépend lesquelles, évidemment. Je pense que si tu vas voir Nvidia, là, mon pote, tu pleures du sang. Hein. C'est simple, dans la tête des gens, Nvidia égale intelligence artificielle. Dans les faits, Nvidia égale presque intelligence artificielle. D'ailleurs, on va en parler, hein. Nvidia pèse plus que le CAC 40. Par définition, hein, le CAC 40, c'est la valorisation des 40 plus grosses entreprises françaises. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc Nvidia, ça vaut plus que Accor, Air Liquide, Airbus, ArcelorMittal, AXA, BNP Paribas, Bouygues, Capgemini, Carrefour, Crédit Agricole, Danone. Bref, je ne vais pas vous faire la liste entière, mais autant vous dire que... Oh, LVMH. Bah regarde, c'est simple, hein. Il y a à peu près autant de volume d'actions, sauf que ça vaut 5 fois plus qu'Apple. 50 milliards de dollars de volume d'échange en 24 heures. T'imagines la dingue. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était un shitcoin. Non, là c'est un peu différent, les mecs qui font des cartes graphiques, et vu ce que je leur ai donné à Nvidia, je peux te dire qu'ils font vraiment des bons produits. Hein. C'est vraiment costaud Nvidia, les gars. Non seulement c'est eux qui fournissent le matériel informatique qui est très utilisé pour générer de l'intelligence artificielle, ensuite ça fait exploser deux pans, en fait, l'intelligence artificielle. Le pan de l'application. En gros, t'as un chat GPT, t'as besoin d'améliorer ton Excel, tu dis ChatGPT, remets-moi cet Excel en ordre et envoie-moi un message quand c'est terminé. Enfin bref, toutes les applications, tu utilises réellement un langage de communication avec une IA qui, elle, va te rendre un service, quel que soit le service, apprendre l'anglais, faire du texte, des vidéos, parler à la machine, obtenir des informations, peu importe, ça c'est de l'usage. Et de l'autre côté, tu as un autre truc qui explose, c'est que comme il y a énormément de sociétés dont leur métier c'est de proposer ces solutions, mais pas forcément de maintenir la puissance informatique nécessaire, ben, ces sociétés, elles vont se tourner vers d'autres sociétés qui, elles... oui, je joue les différents rôles, voyez-vous, qui, elles, vont simplement fournir de la puissance de calcul. Donc, tu as des gros data centers, tu as même des mineurs de crypto-monnaies aujourd'hui qui arrêtent d'utiliser la puissance informatique de leur ordinateur pour subvenir aux besoins des différentes blockchains et qui vendent leur puissance informatique, surtout quand c'est par carte graphique, non pas simplement à des sociétés qui vont en soi miner de la crypto-monnaie, mais également qui vont exécuter et qui vont fournir la puissance nécessaire pour faire fonctionner les différentes intelligences artificielles. Et ces modèles-là. Que penses-tu de la hype des meme coins? Je vais essayer de vous montrer carrément, parce s'il y a des débutants ici, il y en a peut-être qui peuvent être intéressés sur qu'est-ce qu'un meme coin finalement. Pour faire très simple, comment récapituler qu'est-ce qu'un meme coin en un seul mot? Si je vous dis meme coin en un seul mot, ça vous fait penser à quoi? Shitcoin, gambling, hype, dodge, blague, casino, intéressant, spéculation, animaux, des animaux, bullshit, jeton communautaire stupide. Bon, pour faire très simple les amis, à la base, tout vient du Dogecoin. C'est celui-là, c'est le premier, c'est le plus gros et il pèse 22,5 milliards de dollars. À la base, il y avait d'autres crypto-monnaies qui tous se sont lancés en disant « Je suis le nouveau Bitcoin, je vais dépasser Bitcoin, je vais faire mieux que Bitcoin ». Il y a un mec qui s'est tapé un délire et pour se moquer un peu, pour faire un pied de nez en fait, si vous voulez, à tous les mecs qui lançaient un coin en disant « Je suis le Bitcoin 2.0 », il a lancé le Dogecoin. Dogecoin qui est une blague complètement assumée hein. À la base,
C'était pour dire, je lance un truc qui sert à rien, je vais faire une vidéo pour dire que ça va changer le monde, juste pour faire rire les gens. Mais le problème, c'est que cette blague, c'est devenu la blague la plus lucrative du 21e siècle. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, regardez-la. Pour ceux qui l'ont vu, il faut à tout prix que vous voyez juste ça, hein, pour les plus débutants. C'est le trailer officiel de Dogecoin. Je l'ai déjà montré, je sais, je le remonte parce que je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est une blague à la base, hein. C'est ça un meme coin. Bref, tout ça pour vous dire que la vidéo a fait beaucoup rire, il y en a qui ont commencé à en acheter, ça a été très décentralisé. Le problème, c'est que c'est très communautaire. Donc après, il y a eu le Shiba Inu, puis le Pepe, puis le Dog with Hat, littéralement chien avec chapeau. Et puis tout plein de bêtises, le Floki, parce que c'était une crypto-monnaie et que Elon Musk avait un cousin et que ce cousin a pris un chien qui s'appelait Floki. Bref, des dingueries. Le Bonk, qui a carrément explosé toute la blockchain Solana et qui l'a tiré vers le haut, c'est dans ma dernière vidéo. Le MAGA, Make America Great Again, qui explose depuis que Donald Trump... Oh là là, cette merde est à 16 $ pièce. Je suis fatigué, moi. Moi, ça me fatigue. Je me lève le matin pour bosser, j'ai des entreprises, on paye des charges sociales, patronales, des impôts, on paye les salaires, on essaye de créer des produits, il faut des millions. Bref, tout ça pour vous dire que ce sont des cryptos, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup d'argent, mais les plus grands gagnants sont de manière générale ceux qui les lancent. Les deuxièmes plus grands gagnants sont les influenceurs qui vont apporter de l'influence et qui vont valoriser à mort un même coin. Et les big gagnants, la version finale de ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont rentrés tout au début, qui n'ont pas vendu et qui ont fait exploser le truc. En fait, ce qui est dangereux, c'est pas le fait qu'il y ait des débutants qui viennent acheter des mêmes coins. Ce qui est dangereux, c'est qu'il y ait des débutants qui viennent acheter des mêmes coins et qui n'aient jamais eu la discussion qu'on vient d'avoir là. Parce qu'en vrai, si t'achètes une merde, tu sais que c'est une merde, tu peux gagner ou tu peux perdre, tant pis, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais si t'achètes en disant c'est un vrai truc génial, j'ai acheté une crypto-monnaie à tête de chien qui me promet que j'aurai une place dans le premier téléporteur du monde parce que tu es un peu crédule, là à ce moment-là, tu te fais taper quoi. Combien d'influenceurs ont dû faire des dizaines de millions en dupant des gens? Très clairement, sur les mêmes coins sans aucun doute. Je continue, détruire l'industrie crypto, le doux souhait de la Security Exchange Commission d'après Coinbase. Coinbase, qui est l'un des plus gros échanges crypto au monde, qui est listé au Nasdaq, attaque la Security Exchange Commission au tribunal. Alors on le savait déjà, ils avaient pas mal de conflits, mais ils ont un argument fort cette fois et ils appuient particulièrement dessus. Ils décrivent la situation comme étant un catch-22. Qu'est-ce qu'un catch-22? Alors c'est pour faire référence à un film, je crois, j'ai pas le détail, mais en tout cas pour vous faire très simple, ils expliquent que cette situation, c'est un modèle de conduite et un effort délibéré visant à détruire une industrie en exigeant l'impossible et en poursuivant les entreprises qui n'y parviennent pas. C'est ce que reproche l'industrie crypto aux États-Unis à la Security Exchange Commission, le régulateur. En gros, fais ça, c'est une obligation. Je sais très bien que tu n'es pas capable de le faire car ce n'est pas faisable et donc je t'attaque parce que tu ne le fais pas. Et donc le but c'est de tuer. La SEC affirme que sa position sur les actifs numériques n'a jamais changé, mais c'est faux. Et les preuves contraires de la SEC ne sont rien d'autre que des déclarations abstraites selon laquelle l'application des lois sur les valeurs mobilières aux actifs numériques dépend des faits et des circonstances. En gros, tu sais pas vraiment, c'est très flou, tu ne sais pas vraiment ce que tu dois faire, mais si tu ne le fais pas, on va t'attaquer, tout simplement. Et là pour le coup, depuis notamment que l'Ether a été accepté comme produit et que c'est devenu un potentiel ETF Ether, là, Coinbase attaque très fortement la SEC au tribunal, mais il y a également Ripple contre la SEC, vous le savez très bien, qui est actuellement au tribunal, et on pourrait en tout cas avoir un dénouement assez intéressant au tribunal. Affaire à suivre, mais ça va bouger, et là pour le coup, depuis que ça a été voté, notamment l'ETF, ça attaque très fort la SEC, et je pense qu'il va y avoir des choses qui bougent. Mais pas que, et vous allez voir que c'est chelou. Je vous avais dit il y a peu de temps que Donald Trump était très pro-crypto, il fait campagne en disant « Vive les cryptos, je ferai en sorte que les cryptos se développent », c'est salué par à peu près tout le monde, notamment par l'électorat américain, et on voit la SEC qui change son fusil d'épaule, qui alors qu'elle voulait interdire l'ETF Ether, finit par l'autoriser. Tu te dis, bon, écoute, c'est chelou, mais peut-être que ça y est, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix, qu'il fallait que les États-Unis saisissent le développement des crypto-monnaies. Peut-être que Biden lui-même va changer son fusil d'épaule. Et pourtant, Joe Biden oppose son veto à l'annulation du SAB 121. Alors, pour faire très simple, il y a une contrainte qui empêche les banques et qui oblige les entreprises qui détiennent des crypto-monnaies aux États-Unis de faire un truc très chiant dans leur comptabilité. C'est catastrophique, c'est très compliqué. La Chambre des représentants, aux États-Unis, un peu comme
les députés français votent, et alors que généralement les démocrates sont contre les cryptos et les républicains sont pour, là, en l'occurrence, de manière générale, à l'unanimité, pas à l'unanimité, mais le vote passe, et globalement, ce qui se passe, c'est que les gens sont pour que cette loi dégage. Bon, il y a évidemment une vingtaine ou une trentaine de démocrates et beaucoup plus de républicains, mais de manière générale, c'est un peu les rouges et les bleus, quoi, aux États-Unis. Hein. C'est Koh-Lanta là-bas, tu sais. Donc généralement, ils sont pas d'accord. Là, de manière générale, la plupart des gens sont plutôt pour que ça saute, quel que soit leur parti, notamment des profils assez importants chez les démocrates. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que résultat des courses, il y a cette proposition de faire sauter cette loi. Le Sénat américain appuie cette décision, va dans le sens de la Chambre des représentants. Donc globalement, t'as la politique aux États-Unis qui sont contre cette proposition de la Security Exchange Commission. Mais Biden oppose son veto. Bon, côté président aux États-Unis, en fait, un espèce de pouvoir magique. Hein. Tu peux dire, ouais, c'est votre décision et j'en ai rien à foutre. Bon, en réalité, ils peuvent refaire sauter cette loi, mais ils doivent voter, je crois, à l'unanimité, je crois, aux 2/3. Bon, Biden dit, mon administration ne soutiendra pas des mesures qui mettent en péril le bien-être des consommateurs, alors qu'en réalité, certains les considèrent comme dangereuses. Et là, pour le coup, ça peut encore... Voilà. Le veto de Biden signifie que Bidule reste en vigueur, malgré les efforts du Congrès pour le renverser. Pour annuler ce veto, une majorité des 2/3 des 2 chambres de Congrès serait nécessaire. Et là, autant dire que comme le premier vote était un petit peu serré quand même, parce que t'as qu'une vingtaine de démocrates, mais très compliqué. Mais ça fait du bruit. Et surtout, on n'arrive pas à comprendre, parce que Biden est quand même en campagne contre Trump. Donc là, tu te mets à dos la politique américaine, à un moment où tu dois te faire élire. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Au niveau de Tada, Tada, le token se pète la gueule. En fait, c'est simple. Quand il a été listé, il y avait que de la demande, il n'y avait pas encore de vendeurs. Et maintenant, il y a que des vendeurs, il n'y a pas encore de demande. L'application officielle, donc l'application mobile qui a pour but de collecter des données et d'acheter les données à ceux qui les font collecter, c'est une application qui n'est pas encore lancée, elle est en bêta. Donc naturellement, tu as des investisseurs qui veulent vendre. Et comme tu n'as pas de pression acheteuse, le jeton se pète la gueule. J'ai pas vendu 1 centime de mes jetons d'investisseurs, ni de mes jetons d'advisor, parce que je les ai pas encore touchés. Et je me fais éclater tous les jours sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que c'est mon frère le CEO du projet. Et donc il y en a qui présentent Tada comme c'est le projet du frère d'Asher. Et donc quand ça baisse, Asher enculé. Voilà, hein, je ne veux pas vous faire le truc. Mais bon, c'est vrai que j'en ai parlé, c'est moi qui l'ai fait connaître à beaucoup de monde. Et donc naturellement, il y a des gens qui sont rentrés dessus. Il y en a qui l'ont acheté beaucoup moins cher. Il y en a, ils l'ont eu au Launchpad, ils l'ont eu à 1 ou 2 centimes. Donc ces gens-là aussi, il y en a qui vendent à x4, x5. Et donc naturellement, il y a des gens qui ont gagné, il y a des gens qui ont perdu, et donc ça gueule.